Et dans le pays, l'effervescence ne semble pas retomber. Ce samedi au Bangladesh, le chef du gouvernement intérimaire a lancé un appel à l'unité. Ce matin, le président de la Cour suprême a démissionné, cédant ainsi à la pression populaire. Après un mois de manifestations violemment réprimées, la première ministre a été renversée. L'armée a pris le pouvoir. Le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, a été nommé chef du gouvernement intérimaire. Et aujourd'hui, la jeunesse se prend à espérer. On écoute. Tout le monde est maintenant heureux. On veut célébrer la fin de ce gouvernement. C'est la fin aussi d'un système et d'un État mafieux qui ont été créés. Le Bangladesh est-il face à une crise économique et sociale ou à l'aube d'une révolution politique? Nous sommes en ligne avec Sharza Shahaboudine, doctorante au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes de l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, merci à vous. Il y a au moins 432 personnes qui ont été tuées pendant le mouvement de contestation qui a commencé début juillet. En quelques mots, quel a été le déclencheur de ce mouvement et comment expliquer la détermination des manifestants? Ce qui a véritablement déclenché ce mouvement, c'est des nouvelles manifestations qui ont commencé en juin à la suite d'une nouvelle décision de la Haute Cour de revenir sur ces fameux quotas dont on parle. En fait, il y a des quotas qui sont réservés à l'emploi public, à des postes dans l'emploi public. C'est une mesure qui existe depuis 1972, mais avec un certain nombre d'évolutions qu'il y a eu. Ce quota a de plus en plus été réparti, qui a été réparti pour les combattants et les enfants. Attendez, excuse-moi, je vais être plus claire. Ce quota a été réservé aux enfants des combattants pour la liberté et leurs familles. Et donc, en fait, ce système est devenu de plus en plus inégalitaire au fur et à mesure des années. Donc, la Haute Cour a retoqué une décision qu'il y a eu. Les manifestants ont commencé à nouveau à manifester pour demander que ce quota passe de 30% à 5%. Et ce qui a vraiment provoqué cette manifestation, c'est la répression policière, avec des raids ininterrompus dans la capitale, avec un certain nombre d'arrestations. Et comme vous le disiez, à peu près 300 à 400 personnes qui ont été tuées. Et ce qui a vraiment déclenché l'ire des populations, c'est autour de 32 étudiants qui ont été également tués. Donc ça, c'était pour vraiment purement la mesure politique. Alors, Ensuite, ce mouvement a été rejoint... Pardon, allez-y, excusez-moi. Ensuite, ce mouvement a été rejoint, dites-vous? Ensuite, ce mouvement a été aussi rejoint par un certain nombre, donc parce que cette jeunesse aujourd'hui, celle qui représente le gouvernement intérimaire, c'est une jeunesse qui est très hétérogène. On parle beaucoup de la génération Z, mais elle a aussi été rejointe par d'autres personnes. Et ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ça s'est embrasé, c'était vraiment la situation aussi économique en fond. Il faut quand même retenir pour le Bangladesh, dont on parle beaucoup avec le miracle économique, c'est une croissance soutenue autour de 7% depuis presque une dizaine d'années, avec le secteur textile, etc. Mais il y a eu deux événements majeurs. C'est la pandémie de Covid 2019, qui a eu un impact majeur sur le secteur. Donc en fait, on s'est rendu compte que le secteur de l'industrie et du textile était le plus important et qu'on était très dépendant. Alors, on va y revenir sur les défis économiques du pays, mais une question précise sur l'armée qui a refusé de réprimer les manifestations. C'est manifestement ce qui aurait conduit la première ministre à démissionner. Ça donne un peu le sentiment qu'elle aurait été lâchée par les militaires. Qu'est-ce qui peut expliquer cette décision de l'armée ? Alors, je pense que pour parler du rôle de l'armée, qui est encore une fois un groupe très hétérogène, il faut rappeler deux ou trois choses, notamment le rapport très ambivalent du Bangladesh et de l'État au Bangladesh avec l'armée. On a eu plusieurs dictatures militaires. La dernière fois qu'il y a eu une révolution de ce type, c'était en 90. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que sur les 15 dernières années, la manière dont l'État s'est construit, c'est que l'État, la première ministre, le parti de la Liga Omi, donc celui qui était au pouvoir, l'armée, etc., tout cela se confondait. C'était vraiment très confus, donc comme s'il y avait une sorte d'une seule entité. Donc aujourd'hui, l'armée, là, sur les tractations qu'il y a eu, on a l'impression effectivement qu'ils ont abandonné l'ancienne première ministre. Il faut quand même noter une première chose, c'est qu'elle est partie et qu'elle a pu aller en Inde. Donc il y a une certaine partie de l'armée qui est restée loyale et qui a fait en sorte que cet échange se passe. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est ce groupe comme un groupe qui est extrêmement hétérogène avec plus ou moins des factions qui sont pro un gouvernement ou le gouvernement intérim ou pas. Cela étant dit, le chef de l'armée lui-même a parlé d'une révolution pour qualifier les événements en cours. Concrètement et en quelques mots, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le système politique bangladais ? Alors dans le système politique bangladais, désolé tout à l'heure, je n'étais pas assez claire. Par exemple, si on prend tout simplement les quotas dans l'emploi des services publics, il y avait
une telle corruption institutionnelle qui fait que le système était vraiment passé sur soit la passation héréditaire, soit le fait de appartenir au parti ou d'appartenir à un milieu qui était favorisé, donc proche de la Liga Uni. Donc il y avait beaucoup de corruption institutionnelle. Par exemple, dans la liste des gens bénéficiaires des quotas, il y a à peu près 60 000 noms de personnes aussi qui étaient des faux noms. Donc il y avait beaucoup de corruption. Et derrière ça, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. La jeunesse au Bangladesh, c'est quasiment 28% de la population. Sur ces 28% de population, cette jeunesse qui est très éduquée de manière assez inégale, il y a il y a un pourcentage de cette jeunesse qui est très éduquée, qui n'a pas du tout accès à d'emplois stables. Et donc c'est ça qui a aussi provoqué cette ire et cette instabilité politique. Autre petit point sur l'économie du pays qui est très important. Je vous disais, la pandémie a détruit de nombreux emplois, notamment dans le secteur du textile. Et ce qui s'est aussi passé, c'est qu'avec la guerre Iran-Ukraine, il y a eu un impact très fort sur les prix, sur la flambée des prix. Et donc, il y a eu aussi une crise vraiment du quotidien, les denrées alimentaires, etc. Et donc, c'est sur fond de toutes ces crises institutionnelles, politiques, économiques que la population s'est soulevée. Que ce mouvement a pris cette ampleur. Alors, on va essayer, Madame Chaboudine, de comprendre davantage les risques et les enjeux liés à cette révolution. Pour ça, il faut peut-être resituer un petit peu l'histoire du Bangladesh. On va regarder une carte qui correspond à l'Union indienne, ce qui était l'Union indienne sous la colonisation britannique. Donc, elle était composée de l'Inde, du Pakistan occidental et du Pakistan oriental. On va peut-être voir la carte apparaître. Et puis, en 1947, eh bien, l'Inde est devenue indépendante et le Pakistan occidental et oriental n'ont formé qu'un seul et même pays. Et en 1971, c'est à ce moment-là que le Pakistan oriental devient indépendant sous le nom de Bangladesh. C'est donc le Bangladesh, une toute jeune nation qui a déjà connu 2 indépendances et qui vit aussi les événements actuels comme une révolution à protéger. Je vous propose d'écouter tout de suite le nouveau chef du gouvernement intérimaire, Mohamed Yunus. On l'écoute. C'est pour cela que le Bangladesh a obtenu une 2e indépendance. Nous devons protéger cette indépendance, non seulement la protéger, mais aussi en étendre les résultats jusqu'à la population. Sinon, cette indépendance n'a aucune valeur. Sherzad Shahaboudine, l'histoire du Bangladesh, vous l'avez rappelé, a été semée de coups d'État militaires. Est-ce qu'il y a un risque justement que les manifestants, aujourd'hui, se fassent voler en quelque sorte leur révolution ? Tout à fait, et je me permets quand même de revenir sur les dates clés que vous avez données, parce que 1947, quand l'Inde devient indépendant, c'est aussi l'Inde qui devient indépendant par rapport à cette idée qu'il fallait avoir un pays qui serait majoritairement hindou, et le Pakistan, du coup Pakistan oriental, qui est le Bangladesh actuel, et le Pakistan occidental, qui était à majorité musulmane. Cette logique, qui peut paraître incongrue aujourd'hui, cette logique, elle a été remise en cause par la guerre d'indépendance de 1971, donc où le Bangladesh à majorité musulman, mais aussi avec une importante population hindoue, on en reparlera, a fait la guerre, une sanglante guerre de 9 mois contre l'armée pakistanaise qui, elle, était soutenue aussi par des milices islamistes anti-minorités hindoues et bengalis. Donc ça, c'est assez important à comprendre pour les risques dont je vais vous parler un peu plus tard sur comment est-ce que la nation a été pensée et sur les éléments très spécifiques à cette nouvelle révolution par rapport à l'indépendance. Je veux quand même rappeler quelque chose parce qu'on se précipite souvent pour comparer, c'est difficile, il nous faut un peu de recul. La première chose, c'est quand même 71, c'était une des premières guerres contre un État post-colonial qui a d'ailleurs divisé des musulmans contre des musulmans. Aujourd'hui, on n'est pas dans une révolution où on discute de la souveraineté territoriale. Donc les enjeux n'ont pas. On est dans une révolution pour parfaire. On est dans une révolution pour parfaire la démocratie, si on a bien compris. Peut-être en quelques mots, il nous reste plus beaucoup de temps. Sheikh Hasina est restée au pouvoir pendant 15 ans, la première ministre, ce qui a assuré une certaine stabilité politique au pays. Qu'est-ce qu'une révolution en cours au Bangladesh pourrait faire bouger dans les équilibres régionaux ? Alors, dans les équilibres régionaux, vous avez montré tout à l'heure avec la carte, et puis même on parlait de l'Inde, le Bangladesh est presque entièrement entouré au nord, à l'est et à l'ouest par l'Inde et au sud par le Myanmar. Donc déjà, l'Inde, il y a disons que ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des critiques à l'encontre de l'Inde, et notamment des critiques qui ont été muselées, où on dit que les rapports entre l'Inde et le Bangladesh, l'Inde traiterait un petit peu le Bangladesh comme son vassal. C'est surtout lié à des questions de partage d'eau territoriale, entre les deux pays. Il y a aussi la question des minorités. Donc là, on voit par exemple, il s'est passé beaucoup de choses, mais il y a 2 jours ou 3 jours, le Premier ministre indien Narendra Modi a envoyé un message de félicitations sur Twitter à Mohamed Yunus, où dedans il spécifie protéger les minorités hindoues.
Et donc là déjà, les citoyens bangladeshis, notamment les jeunes, qui ont pris cette charge, cette vraie charge de défendre les minorités et les attaques contre les temples, se sont offusqués en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a que la population hindoue qui doit être protégée au Bangladesh? Donc il y a vraiment l'Inde qui a aussi une peur profonde, une crainte, c'est que vous avez vu, donc je vous ai parlé des frontières, il y a vraiment un risque d'afflux de migrants des minorités hindoues vers l'Inde, sachant qu'il y a déjà énormément ces risques, les frontières sont assez poreuses entre les deux pays. Et de l'autre côté, ça on n'aura peut-être pas assez le temps de l'aborder, mais c'est quand même une question assez importante à garder en tête, du côté du Myanmar, donc au sud-est. Le Myanmar, vous vous souvenez, 2017, c'est un afflux massif de réfugiés Rohingyas. On parle d'entre 700 000 et 1 million de personnes qui sont aujourd'hui dans le sud, vers Cox's Bazar, avec tous les camps de réfugiés. Malheureusement, face à cet afflux, il y a un certain nombre d'autres sous-groupes, des groupes qui sont liés à du militantisme djihadiste, qui sont présents. Et donc, il y a ce véritable risque, d'abord, qui a été une instabilité économique avec l'afflux des Rohingyas, mais maintenant qu'il y a une véritable menace régionale djihadiste. Et c'est là où, du coup, c'est là aussi où vous avez dans ces acteurs, donc c'est pour ça que je voulais vous parler de la Jamaat Islam, les islamistes, où on parle depuis des années qu'il y a un soutien. En tout cas, on comprend qu'il y a également un défi islamiste dans la région, d'où la nécessité d'une stabilité, notamment pour le Bangladesh. Il nous reste assez peu de temps. Je voudrais qu'on parle du nouveau chef du gouvernement intérimaire, Mohamed Yunus. Prix Nobel de la paix, promoteur du microcrédit, appelé le banquier des pauvres. Est-ce que, alors, l'ancienne Premier ministre Sheikh Hasina était perçue un peu comme la protectrice de la minorité hindoue. Vous avez parlé de la question religieuse. Est-ce que Mohamed Yunus vous semble être le bon profil pour pacifier le pays de ce point de vue-là? Alors, je pense qu'il y a deux éléments sur le choix de cette personnalité. Alors évidemment, on parle du fait qu'il a émané du mouvement anti-quota, des jeunes qui ont demandé ça. Je pense qu'il fallait trouver un personnage qui sortait des logiques de partis classiques, qui était ni la Liga Oumi ni la Jamaat ni le BNP avant qui avait gouverné. Donc il y avait Mohamed Yunus. Je rappelle aussi que Mohamed Yunus, au moment où il y a eu vraiment la traque contre, enfin un certain nombre de procès contre lui, la traque contre la personnalité de Yunus, c'était après 2007, lorsqu'il avait déjà souhaité créer son propre parti politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est justement cette traque à l'encontre d'une personnalité comme Yunus, donc depuis c'est à peu près 10 ans, par ce gouvernement de la Liga Oumi, l'a propulsé au rang de personnalité peut-être la plus représentative de cette nouvelle, entre guillemets, révolution de ces manifestations. Donc c'est indirectement aussi le traitement qui lui a été accordé sur ces dernières années qui l'a mis à cette place. Et évidemment, une crédibilité qui lui vient aussi du fait qu'il soit prix Nobel de l'économie et qu'il a beaucoup de soutien, notamment américain, etc. En deux mots, disons qu'aujourd'hui, le défi, enfin en fait, c'est très important, le chef du gouvernement intérimaire, mais à mon sens, là aujourd'hui, ce qui va être vraiment très important, c'est la capacité de toutes les personnes du gouvernement, notamment les jeunes générations, à sortir des conflits politiques, de vengeance, etc., et à réussir fondamentalement à créer des institutions qui sont séparées. Notamment, je pense à la justice. Merci à vous, Sharza Shahaboudine, doctorante au Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Merci pour cet éclairage.